Alors, bonjour à tous. L'expérience que je vais vous conter, je l'ai appelée Voyage d'un architecte système d'information dans le monde du design thinking. Donc en fait, c'est une expérience réelle que j'ai vécue il y a quelque temps, d'immersion et d'utilisation de la méthode design thinking en étant un architecte, puisque je suis architecte fonctionnel et applicatif au BSC depuis à peu près 5 ans. Le design thinking en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est tout simple, en fait. C'est un double diamant. En étant sérieux, en fait, c'est une méthode et ou une boîte à outils. On peut le voir de 2 manières, avec 2 grandes phases très importantes. La première phase qui va nous permettre de trouver le bon problème à résoudre, et une deuxième phase où là, on va mettre en place une solution. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure, à l'intérieur des phases, il y a des étapes, et on va alterner des étapes dites de divergence, puis de convergence. On verra un petit peu ce qui se cache derrière la divergence et la convergence. Alors, la première étape de la méthode design thinking, c'est l'empathie. Alors, qu'est-ce que c'est l'empathie? On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Arsène Wenger. L'empathie, c'est comprendre l'autre, c'est se mettre à la portée de l'autre, c'est comprendre ses motivations et se mettre à la place de l'autre. Alors, imaginez, vous êtes juste là, ici, tac, au tout début, et vous sortez d'une entrevue avec votre sponsor qui vous a royalement donné à peu près 15 minutes et qui vous a donné une première explication de ses préoccupations. Ben là, on est quand même à ce stade-là, à des kilomètres d'avoir une formulation et une compréhension du problème à résoudre. Donc la phase d'empathie dans le design thinking, elle propose quoi? Elle propose de comprendre, d'observer, de participer en faisant des immersions, en faisant des observations, en faisant des interviews. Alors là, moi, ma relation avec cette phase d'empathie, quand j'ai expérimenté, j'étais relativement à l'aise au début, puisque quand on est architecte, on a l'habitude quand même de faire un petit peu de la collecte des besoins, de la gestion des exigences. Alors après, une chose toute simple, par exemple, c'est de poser des questions ouvertes lors des interviews. Ben, c'est pas si simple que ça. Et moi, ça m'a posé au départ quelques petites difficultés. Une deuxième chose aussi très importante dans cette phase d'empathie, il ne faut surtout pas confondre l'empathie avec la sympathie ou la compassion. Attention, il faut vraiment être neutre émotionnellement quand on mène des interviews pour avoir vraiment de l'efficacité. Et ça, c'est un problème que j'ai eu durant mon expérience. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi j'ai eu ces problèmes-là, parce que le sujet était un petit peu spécifique, on va dire. Deuxième étape, la définition. Donc là, la définition, l'objectif, c'est de cibler, de synthétiser, de thématiser. Vous arrivez, vous ressortez du terrain et vous avez tout un tas de verbatim, bruts, d'éléments que vous allez mettre à plat, déjà dans un premier temps. Et tout ça, il va falloir un petit peu l'organiser pour commencer un petit peu à trouver des trajectoires et des éléments pour bien expliciter votre problème. Et un des outils et un des moyens que propose le design thinking, c'est la création de personas. Alors qu'est-ce que c'est le persona? Le persona, c'est un archétype de l'ensemble des motivations, des comportements, des contextes que vous aurez retrouvés, que vous aurez récupérés sur le terrain. Et alors c'est un archétype humain, c'est une personne imaginaire. Et elle va vous permettre un petit peu de symboliser un petit peu l'ensemble des éléments que vous avez récupérés du terrain. Alors sur cette étape, moi en tant qu'architecte, j'ai été relativement à l'aise. Quand on me dit thématiser, regrouper, je commence à me remettre un petit peu dans mon mindset d'architecte. Alors après de là, à imaginer, à concevoir des personnages imaginaires dans ma gestion des parties prenantes, j'en étais pas encore là. Là, on arrive à un moment relativement crucial, puisqu'on est au milieu, entre les 2 diamants, hop, ici. Normalement là, vous avez un certain nombre de livrables, dont les personas, dont des insights et d'autres éléments, qui vont vous permettre d'avoir une formulation claire et précise de votre problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé moi dans mon expérience perso?
alors j'étais pas seul, j'étais avec une équipe, on a eu un gros moment de doute. On s'est posé 30 secondes et on a regardé la formulation du problème telle qu'on l'avait en sortie de définition et ce que nous avait explicité un petit peu notre sponsor au tout début. Et là on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé pour rien, on est à des milliards de kilomètres, on s'est perdu, quoi. En fait, avec le recul, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte que quelque part on n'était pas si loin du but. Alors on n'était pas si loin du but, pourquoi? Parce qu'en fait on avait une formulation du problème qui était bien basée sur les trois éléments fondamentaux de l'expression d'un problème. La première, c'est qu'on était toujours centré sur l'humain, c'est-à-dire qu'on était toujours en relation avec les personnes qui étaient en relation avec notre problème, et donc on n'avait pas perdu cette connexion-là. La deuxième chose, c'est qu'on était sur une formulation qui était relativement large pour permettre en fait un champ de créativité quand on allait passer en phase de recherche de solutions. Et à contrario, on avait quelque chose qui était suffisamment étroit pour que quelque part on imagine un projet gérable par la suite. Donc finalement, on n'était pas si mal que ça. Alors, la phase d'idéation. Donc on passe sur le deuxième diamant. Et là, quand j'ai vu solution, ben là, je me suis un petit peu détendu. Je me suis dit, ah, enfin, on va enfin pouvoir bosser sur de la solution. Je vais pouvoir un petit peu montrer mes compétences d'architecte. Alors oui, mais quelque part, la phase d'idéation, c'est d'abord une phase de divergence où il faut vraiment, le design thinking et les méthodes et l'outillage du design thinking permet en fait d'ouvrir le champ des possibles et d'aller chercher des opportunités de solutions là où on n'aurait pas imaginé aller. Alors par exemple, il y a une technique qu'on peut utiliser, c'est en fait se poser des contraintes imaginaires ou alors chercher un contexte hors cadre. Vous avez sûrement entendu parler du think out of the box, c'est un petit peu ça. Donc par exemple, imaginez si vous aviez un budget illimité ou si vous deviez mettre en place votre solution pour Disneyland ou pour des astronautes en apesanteur. Donc voilà, ça paraît un peu farfelu, mais ce genre de méthode permet effectivement de libérer un peu de créativité et d'aller chercher un petit peu aux frontières des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, la délivrance sous l'enfer, le proto et les tests. Alors normalement, là, juste avant la phase de prototypage, on est avec une formulation de votre solution qui est plus ou moins précise. Et là, on va rentrer dans une phase de construction. Alors comme le persona, c'était un petit peu donner vie à votre problème, le prototype, c'est donner vie à votre solution, la rendre visible. Donc dans cette phase de prototypage, personnellement en tant qu'architecte, j'étais plutôt content et à l'aise puisque bon, on a construit des choses. On est même allé jusqu'à construire une application sur une tablette avec un logiciel pour pouvoir l'intégrer dans un élément un petit peu plus large. Donc ça s'est très bien passé. J'ai retrouvé aussi un petit peu de tension et de souvenirs de management de projet puisqu'on était quand même un petit peu tiré par les délais, donc il fallait aller vite. Donc, mis à part les petites tensions, ça s'est très bien passé jusqu'à la fin du prototype. Le prototype était en place et puis là, patatras, premier test utilisateur, on part à la recherche de personnes pour tester et on revient après 5 utilisateurs avec un prototype inutilisable. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnait pas, mais il était complètement inutilisable. On a eu des retours du style « mais on ne sait même pas de quoi vous parlez ». Les personnes qui avaient essayé de tester la solution, pour la plupart, n'arrivaient même pas à comprendre où c'est qu'on voulait en venir. Donc on était vraiment un petit peu dans le doute et puis dans la détresse. On est reparti un petit peu en arrière et on a itéré et on a pris en compte l'ensemble des éléments qu'on avait récupérés sur le terrain. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans cette phase-là, ce qui est très important, c'est qu'il faut aussi prendre du recul par rapport au prototype et par rapport à votre solution. Il faut toujours penser qu'en fait, même à cette étape-là, vous êtes là pour résoudre un problème qui est en relation avec une personne. Et effectivement, il ne faut pas être trop, entre guillemets, amoureux de son prototype. Il faut garder de la distance. La promotion du prototype, ça, vous le ferez plus tard, une fois que le prototype a été validé et quand vous pitcherez devant votre sponsor.
Alors, en conclusion, ce que je dirais, effectivement, en phase de résolution de problèmes, alors que vous utilisiez le design thinking ou une partie ou la totalité de la boîte à outils qui correspond, ce qui est important, enfin ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il faut vraiment garder un espace pour des phases de convergence et de divergence. Divergence, c'est créer des choix. La convergence, c'est faire des choix. Et c'est très important d'avoir un mécanisme le plus harmonieux possible de partage entre ces deux types de phases. Et puis, un deuxième enseignement que j'ai retenu, c'est par rapport au positionnement de l'expert. C'est super important de lâcher sa casquette d'expert dans certaines phases, la remettre de temps en temps, mais avec parcimonie, parce que voilà, si on reste trop dans la posture d'expert sur certaines phases, on va bloquer un petit peu la créativité et on va peut-être un petit peu perturber la démarche d'innovation. Et puis, rester amoureux du problème et pas de la solution. Ça, c'est très important. Alors, hop. Et dans la vraie vie, donc en fait, l'expérience que j'ai vécue, c'est un bootcamp Design Thinking, une formation que j'ai suivie. C'était une immersion totale. C'était à la fin du mois de juin de cette année avec la French Future Academy, qui est une société de formation. Et en fait, notre challenge, c'était d'aider l'association Way One Life, qui collecte des données et qui aide les patients atteints de maladies rares. Donc voilà, quand je vous disais que la distance émotionnelle, ça n'a pas été simple, on a interviewé des malades, c'était relativement compliqué. Alors en fait, on était deux équipes, il y a une équipe qui a travaillé sur un sujet plutôt back et une autre sur un sujet plutôt front. Et moi j'étais dans l'équipe front avec une étudiante entrepreneuse, un responsable de l'innovation qui travaillait chez un équipementier automobile, une directrice artistique et puis moi-même l'architecte. Donc voilà, juste je voulais vous montrer quelques photos qui correspondent aux phases d'empathie. Là, on est en pleine réflexion, ça doit être soit dans de l'idéation ou de la définition. Là, c'est un petit aperçu du proto. En fait, le proto, c'est une borne mobile avec une tablette intégrée et où on a développé un soft qui va chercher en fait les gens qui sont susceptibles d'être bénévoles pour l'association. On leur propose un challenge et ce challenge, c'est de tester leur super pouvoir. Et en fait, ils rencontrent un super-héros qui est en fait une maladie rare. Donc après, il y a un mécanisme de notification pour sortir de l'isolement les malades et puis pour essayer de capter en fait des gens qui seraient aptes à être bénévoles pour l'association. Donc voilà, là c'est le pitch à la fin et puis la remise des diplômes. Donc voilà, vous avez les différents contacts, moi-même en interne, à la French Future Academy et puis si vous êtes intéressé, le site One Life sur Internet. Juste pour terminer, je vais en profiter pour faire un appel, alors peut-être pas aux bénévoles, mais aux volontaires. Moi, je suis persuadé que, alors, la démarche Design Thinking, elle est adaptée pour de l'innovation, mais moi, je suis persuadé qu'on doit être capable de l'utiliser ou d'en tirer parti dans nos processus de transformation plutôt legacy. Et ça, c'est un objectif que j'ai en tant qu'expert cette année, c'est de faire une petite étude sur ces opportunités-là. Et voilà, si j'avais la possibilité de pouvoir travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté des experts, pas du BSC, enfin tout horizon confondu, développeurs, business, architectes, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie beaucoup.